plus les gens vont sentir qu'ils sont reconnus puis qu'ils sont importants, plus ils vont adhérer. Et juste ce bonjour, comment vas-tu? Bonjour à tous, je suis Stéphane Parent, dirigeant chez Espace BNL. Aujourd'hui, dans notre capsule, on va parler de leadership bienveillant. Vous allez me demander c'est quoi le leadership bienveillant? Bien, on va vous l'expliquer aujourd'hui. Mais avant de débuter, j'aimerais vous inviter à partager, aimer et commenter les capsules sur YouTube. Quand vous faites ces différents gestes-là, ça nous aide au niveau de la visibilité des contenus, puis ça permet à des gens comme vous d'être exposés aux bonnes pratiques et aux différents trucs qu'on donne dans nos capsules. Pour parler de leadership bienveillant, je reçois Sonia Tremblay, qui est coach professionnel chez Impaction Coaching. Bonjour Sonia. Bonjour Stéphane. Écoute Sonia, je te laisserai te présenter en guise d'introduction puis un peu nous dire pourquoi tu viens nous parler de leadership bienveillant aujourd'hui. Oui, bien, comme tu le dis, Sonia Tremblay, coach professionnel PCC. Alors, je fais du coaching depuis 2018, après avoir passé près de 25 ans comme enseignante au primaire. J'ai découvert une nouvelle voie que j'ai empruntée. Alors là, aujourd'hui, bien, je le pratique, le coaching, je l'enseigne, puis ben, je pense que quand on est passionné, on le porte. Alors, je dirais que c'est tout ça que je fais. Et pourquoi je viens parler de leadership bienveillant? Ben, parce que on en parle de plus en plus. Il y a des gens qui disent c'est une nouvelle mode, c'est quoi ça du leadership bienveillant? Alors, je pense que Espace au BNL, c'est l'endroit tout indiqué pour venir parler de ça. Effectivement. Commence peut-être d'entrée de jeu, là, je pense que je vais te demander de me définir c'est quoi du leadership bienveillant. Bien, le leadership en partant, c'est cette espèce de posture hein, que les gens, les gestionnaires, les dirigeants, même dans des clubs de hockey sportifs, etc. C'est une posture qui est là. Souvent, on va dire que c'est un leadership qui est naturel. Donc, ces personnes-là, on a le goût de les suivre, on a le goût de les accompagner, d'aller avec eux, en fait, de faire partie de leur projet, de leur entreprise et tout. Le leadership bienveillant, c'est d'être meneur avec vraiment une conscience humaine. Donc, on regarde le projet, on mène le projet, mais on s'assure toujours que notre troupe nous suit, est bien et que tout le monde est aligné, en fait. La bienveillance, ça le dit et c'est ça, c'est de veiller à ce que notre gang soit dans un bien-être, soit dans un confort, soit dans une zone où est-ce qu'ils peuvent donner le meilleur. Je le dirais comme ça. OK. Et pourquoi maintenant, surtout là, on est à l'aube de la mi-année en 2025, j'entends parler que c'est essentiel d'être leader. Tu Mmh. dirais pourquoi de plus en plus on voit ce volet-là comme étant essentiel. Je le vois de plus en plus dans les descriptions de poste aussi, là, d'être un bon leader, Mmh. etc. Ouais. Ben, avec les années, on a vu évoluer ça, hein, depuis si tu regardes il y a 30 ans, qu'est-ce qui était très, très reconnu, je dirais, c'est les gens qui étaient performants, productifs, workaholics, qui mettaient vraiment du temps dans leur job, puis c'était, un peu au détriment du reste. Puis là, ben, est arrivé, un peu, on a baissé les espèces de clôtures qui venaient entourer ça pour parler justement des fragilités qui sont derrière. Qu'est-ce que les gens vivaient, dans leur rôle de leader, de gestionnaire, de patron? Puis, ces espèces d'ouvertures-là ont permis de voir que, ben, c'est plus nécessairement que ça que les gens voulaient. On voulait plus d'équilibre, on voulait un meilleur, ratio famille, vie personnelle, vie professionnelle. Puis, quand on regarde un peu la littérature ou ce qui s'est fait depuis, ben, il y a eu différents courants où est-ce que, ben, la santé psychologique est devenue très, très importante. Ça venait même, aussi important que ta santé professionnelle. Comment tu te sens
comment tu performes, ça avait un lien étroit. Puis il y a beaucoup de gens qui ont refusé de continuer dans cette voie-là, de tout donner au travail, puis de plus avoir, de jus ou d'énergie pour le reste. Alors là, c'est ça, ça a été comme un début, je te dirais, de réveil. Puis, veux pas, ben, les chefs d'entreprise ont dû s'ouvrir à ça parce que c'était demandé. On voulait avoir plus de temps pour soi, moins être enchaîné au travail. Et là, ben, les coûts se sont, parce que ça aussi, hein, les portefeuilles ont parlé. Alors les coûts reliés à tout ça ont explosé, puis là, il a vraiment fallu qu'il y ait une prise de conscience, générale où est-ce que des décisions en lien avec tout ça, avec tous ces facteurs-là, ont dû être pris finalement. Écoute, j'ai tendance à vouloir te pitcher 3 mots, puis que tu m'expliques un petit peu la différence entre les 3 mots, parce que moi-même, OK. je les mélange un peu. Mobilisation, autorité et leadership. Ouais. Ben, c'est sûr quand on parle de ces 3 mots-là, il y a comme une imbrication, hein. C'est difficile des dissocier. Je comprends que ça amène comme un peu une confusion ou en tout cas un désir de clarté. La mobilisation, c'est on mobilise nos énergies, on mobilise nos troupes, on mobilise nos équipes. Tout ça, évidemment, on va parler de se regrouper, que ce soit nous-mêmes, on va se mobiliser ou l'équipe va se mobiliser vers un but, un objectif commun. La mobilisation, pour moi, c'est un peu le résultat d'un bon leadership. Souvent, quand tu vois un mouvement où il y a mobilisation, c'est il y a quelqu'un d'inspirant qui sait communiquer, qui sait partager ses rêves, ses idées, ses projets, ses objectifs, qui va arriver justement à transmettre ça à une équipe, à un groupe qui va se mobiliser. On en voit plusieurs mobilisations en ce moment sur J'ai- différents sujets sur la planète. L'autorité, évidemment, il y en a qui vont être autant leaders, ils vont avoir une autorité qu'on va dire naturelle. L'autorité, c'est quelque chose qu'on peut porter, c'est, tu sais, mais en même temps que si on en abuse, on n'est plus dans notre, on n'est plus dans notre, je m'excuse, je ne sais pas si c'est apparu. Hem, Quand on est dans une autorité puis qu'on oublie le reste, on n'est plus dans la bienveillance, on n'est plus dans le désir, d'écouter, le désir d'enrôler, puis quand je parle d'enrôler, c'est dans le sens positif du terme. Donc, pour moi, il y a le leadership. Le leadership va permettre la mobilisation. L'autorité va être nécessaire si on doit faire preuve de courage managérial, s'il faut prendre des décisions qui sont audacieuses, c'est possible qu'on ait besoin d'autorité parce que ben, il va falloir rallier les troupes, puis il y a toujours quelques dissidents, mais l'autorité, ce n'est pas d'être autocrate. Alors, tu sais, il faut faire attention qu'on ne devienne pas un espèce de dictateur. C'est pas de la dictature, mais on va faire preuve d'une fermeté. On dit souvent que les patrons ont de l'autorité, mais ce n'est pas nécessairement des leaders pour autant. Il faut faire la différence entre les deux aussi dans le milieu de travail, dans bien des cas. Là. Oui, parce que sinon, si on impose nos idées sans écouter, sans prendre le pouls, sans venir valider notre compréhension, on risque de perdre des joueurs en cours de route. Puis Oui, quand c'est on clair. parle de leader bienveillant, c'est d'être là, puis de donner une autonomie professionnelle à notre monde, que de leur montrer qu'on a confiance, parce qu'ils ne sont pas là pour rien. Puis comme leader, ben, il faut aussi avoir l'humilité de dire si j'avais pas ces gens-là qui travaillent avec moi, je serais leader de rien, là. C'est un tout. C'est ces gens-là qui me permettent d'exercer mon leadership. On n'est pas les deux tout seuls dans son salon. Hein? C'est rare. C'est rare. Ouais.
Tu dirais, globalement, ce serait quoi les qualités et les attitudes pour être un bon leader ou une bonne leader bienveillant ou bienveillante? Mmh. Ben, c'est sûr qu'il faut être inspirant. Faut que ce que l'on dise dans notre communication, ce soit transparent, ce soit inspirant. Il faut que les gens se sentent vraiment en confiance avec la personne qui est désignée comme leur leader, puis et qu'ils ont choisi comme leader. Parce qu'encore une fois, comme je dis, il faut qu'on nous choisisse. C'est beau de dire: «Je suis leader», mais il faut encore que les gens acceptent de nous suivre et ça se passe par un grand respect, une reconnaissance de l'unicité de chacun. Ça aussi, c'est important. Parce que si on veut une équipe toute pareille, ben, il va y avoir des zones grises puis des trucs qu'on va échapper. Fait que c'est de rallier aussi, de prendre les forces de tout le monde, puis, de voir à ce que, ben, peut-être que X est moins bon dans telle chose, mais Y sait très bien le compléter et vice versa. Fait que c'est de faire vraiment de mettre en lumière le meilleur de chacun, puis de faire en sorte dans l'ouverture, dans le respect, dans une solidité aussi. Il faut que le leader soit solide parce que comme je disais plus tôt, il va en avoir des décisions. Ça va être celui qui va trancher au bout du compte. Puis faire l'unanimité, on sait que c'est pas toujours évident. Donc, comment On trancher? dirait même que c'est impossible. Alors, tu vois, et tu as de l'expérience, Stéphane. Tu le sais, tu en as fait, tu en as accompagné des gens. Alors, qu'est-ce qui fait que le groupe va suivre? Bien, ça va dépendre beaucoup de comment tout le monde va s'être senti accueilli dans son adhésion ou dans sa non-adhésion. Mais comment il va être accueilli, puis qu'est-ce qu'on lui propose pour la suite. Donc, il y a aussi toute la valeur de justice parce que le leader va faire attention que l'éthique soit respectée, qu'il y ait de la justice, que ça soit fondé sur des éléments qui se vérifient, pas juste sur des éléments ou des montées d'émotions ou du sentimentalisme. Alors, c'est un peu tout ça. Je t'écoute là, puis j'aimerais ça t'entendre parler de la transparence. Traditionnellement, il y a de ça plusieurs années, puis même encore dans bien des cas, on voyait les leaders comme des gens étant sans faille. On a juste Mmh, regardé notre ami l'autre bord de la frontière, qui est presque parfait mmh, et que Dieu a investi en lui. Là. Je caricature ouais, un peu, là, mais ouais, je le suis. dans le leadership bienveillant, puis dis-moi si je me trompe, il y a un élément de la transparence où il y a une certaine sensibilité, puis on va montrer aussi des fois certaines faiblesses dans certains cas là, pour avoir une certaine humanité aussi. Ce que je remarque, puis quand je fais, par exemple, des profils psychométriques, hein, parce que je travaille avec le profil Nova, je travaille avec Atmanco aussi, mais prenons par exemple le profil Nova. Chacun, on a des forces, puis chacun, on a des éléments qui vont être moins nos forces. Donc, ça va être plus des défis. Quand on présente ça en équipe, tout le monde est présent. Autant la personne qui occupe le poste de leader ou de dirigeant, gestionnaire, autant les autres qui travaillent autour. Puis, c'est beau de voir comment les gestionnaires vont accueillir leur profil, puis vont dire, ouais, c'est vrai que sur le plan, je ne sais pas moi, mon jaune du plaisir, il n'est pas toujours présent parce que je suis assez structurée et là, il va y avoir des rires, il va y avoir des interactions comme ça. Il y a pas de mal à simplement voir que ça, c'est ma force, ça, c'est moins ma force, mais je sais m'entourer. C'est pour ça que toi, ben, avec ton côté joyeux et tout, tu amènes, tu apportes à notre dynamique d'équipe quelque chose de frais, quelque chose de plus détendu, puis on n'échappe à rien parce que cette personne-là, elle a le plus de drive, elle a un beau rouge, puis elle amène les projets. Ouais, c'est ça, c'est d'être capable de dire: «J'ai pas toutes les qualités, mais je sais bien m'entourer et vous me complétez». Fait que c'est un peu ça la transparence, je pense. C'est d'accepter qu'on a certaines
certaines notions, certains éléments dans nos préférences comportementales qui ne sont pas nécessairement ce qu'on appelle des forces, mais on y travaille, on est suffisamment avisé pour simplement les admettre. Fait que ça, c'est un élément de la transparence. Puis, il y a aussi, il y a un côté de vulnérabilité. Il y a encore des gestionnaires, encore, ou des patrons, peu importe, ou même des collègues qui vont avoir de la difficulté à dire je me sens moins bien là-dedans. Puis encore, c'est dans la confiance qu'on témoigne. C'est si les patrons, les dirigeants, les leaders et les employés se sentent autorisés de nommer ces choses-là, c'est toute l'équipe qui en bénéficie. Parce que c'est toute l'équipe qui se voit autorisée de ne pas être parfait, de ne pas être toujours sa coche avec le couteau entre les dents. Alors ça, je pense que c'est vraiment des atouts pour une équipe qui est solide. Dans notre groupe, dans notre communauté, Sonia, il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes, malheureusement, qui vivent un certain syndrome de l'imposteur. Beaucoup sont soit des anciennes intervenantes ou des gens qui étaient en communication ou des gens qui étaient dans les opérations. Puis du jour au lendemain, on leur donne à la fois une autorité, on leur donne un poste, on les met en charge, on leur donne des équipes qui avant étaient leurs collègues. Puis j'en passe, là, on arrive dans des situations où assumer la position de leader, c'est pas fait pour tout le monde. Donc, comment quelqu'un qui a un syndrome de l'imposteur peut devenir un ou une leader bienveillant, bienveillante? C'est une bonne question. Souvent, ce qui va arriver, c'est que les personnes qui vivent avec le syndrome de l'imposteur vont avoir deux réflexes. Ou bien non, devenir plus autoritaire pour justement faire passer les idées, ou bien non, peut-être un peu plus laxiste pour plaire à tous, puis pas se faire, disons, pas se faire reprendre ou dire, ben, sais-tu vraiment de quoi tu parles? Il me semble que toute personne qui se fait parachuter dans un rôle comme ça doit être accompagnée. Parce que ces personnes-là, si elles ont été identifiées, choisies pour être là, c'est qu'elles ont quelque chose. C'est qu'elles ont des qualités qui sont certainement requises, présentes. Alors, comment venir les encadrer, les accompagner pour que justement ce syndrome de l'imposteur puisse se tasser tranquillement? C'est normal quand on rentre dans un nouveau poste d'avoir des incertitudes, d'avoir des insécurités, de ne pas se sentir super, comment je te dirais, solide À l'aise. et à l'aise, exactement. Donc, c'est vraiment de voir avec cette personne-là, c'est quoi ses forces? De tabler sur ses forces tout en venant travailler sur les éléments justement qui ne sont pas acquis. Alors, c'est quelqu'un de très structuré, très organisé, qui s'installe là, puis qui a peut-être un côté relationnel un petit peu moins facile, bien, c'est d'y donner des stratégies, de lui proposer de faire peut-être des petites rencontres hebdomadaires, par exemple. Puis dire, bon, mais dans cette rencontre-là, ça va être un petit peu ça va toujours être des brainstorms ou des remue-ménage où on va aller tisser des liens. Puis quelqu'un qui est peut-être trop dans ça, mais pas assez dans la structure, mais c'est de lui offrir des moyens, des stratégies, des outils qui vont lui permettre de mieux se structurer. Mais ça part tellement de quelle est l'intention de la personne qui se présente, puis de son intention, ben, on va aller lui procurer, si on veut, les extensions qu'elle a besoin pour faire son rôle et bien le faire, puis justement avoir l'adhésion du groupe. J'aurais tendance à te poser une dernière question qui est souvent la même quand on finit nos capsules. Ce serait te demander, ce serait quoi ton conseil? Donc, un conseil que tu pourrais dire à une directrice générale qui veut faire preuve de plus de leadership bienveillant, tu lui dirais quoi? Je lui dirais, prends à chaque jour un moment
pour faire le tour de ton équipe, puis d'aller leur demander comment vas-tu? Comment ça se passe? Juste ça, c'est déjà beaucoup. Je le sais, on est un peu disparate. Il y a des équipes qui sont à la maison, il y a des équipes qui sont sur place. Je comprends tout ça. Mais ce simple message, cette simple écoute, et que ce soit vraiment dans l'écoute et l'accueil. Puis après, ben, on regarde qu'est-ce qui peut être fait, mais plus les gens vont sentir qu'ils sont reconnus puis qu'ils sont importants, plus ils vont adhérer. Et juste ce bonjour, comment vas-tu? De quoi tu aurais besoin? Puis de s'informer authentiquement. Je pense que la curiosité authentique, c'est vraiment une clé majeure. Puis ensuite, ben, à partir de ça, on regarde qu'est-ce qui est possible de mettre en place. Et je le dis, puis je pense à des leaders, j'ai en tête des gestionnaires qui font ça, la tournée des employés, la tournée des membres régulièrement, qui vont prendre le pouls, puis avec le pouls, on est capable de mettre en place ce qui est nécessaire. Autant pour l'organisation que pour les membres qui travaillent ou qui utilisent les services. Donc, je pense que connecter sur le cœur, sans oublier les tâches qu'on a à faire, mais se rappeler que c'est ici qu'on va ressentir le plus. C'est à partir du cœur, puis souvent, ben, c'est à partir de ça qu'on veut faire le mieux. Donc, ouais, ce serait ça mon conseil. Merci, Sonia. Écoute, moi, de ce que je retiens de ce que je t'entends dire depuis quelques minutes, là, c'est vraiment d'être capable d'assumer un leadership un peu plus humain, peut-être moins autoritaire, mais beaucoup plus axé sur la personne. Je t'en remercie. Écoutez, ça fait le Merci. tour d'un peu notre contenu pour aujourd'hui. Je remercie encore Sonia de son temps. J'espère que vous avez apprécié. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, puis on se revoit dans une prochaine capsule.